Vous êtes sur Midi 1 et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Au Sénégal, à l'occasion de la Semaine mondiale de l'action pour l'éducation, dont le thème est augmentation du financement de l'éducation pour un système éducatif résilient pendant et post-Covid-19, la COSYDEP, Coalition des organisations pour la défense de l'éducation publique, a déroulé son plan d'action. Elle veut, durant cette semaine, attirer l'attention des pouvoirs et partenaires sur l'impératif d'offrir à chaque enfant une éducation publique de qualité. Et pour avoir un éclairage sur la stratégie mise en place cette année par la COSYDEP pour atteindre cet objectif, nous recevons son directeur exécutif, Monsieur Chermbo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, Alexis. Bonjour à toute la communauté, à toute l'Afrique qui est en train de nous suivre. Monsieur Mbo, première question. Cette semaine organisée sous l'égide de la campagne mondiale pour l'éducation offre la possibilité aux coalitions nationales éducation l'occasion de déployer des efforts ciblés pour réaliser les changements sur le terrain. Alors dites-nous, quelles sont les principales actions que vous menez sur le terrain pour que chaque enfant au Sénégal bénéficie d'une éducation publique de qualité? Écoutez, déjà, c'est rappeler que la Semaine mondiale d'action pour l'éducation est organisée depuis 2000, donc au début des OMD, par la communauté internationale. Et c'est le plus grand rendez-vous, justement, de la société civile active en éducation. Il n'y a que l'année dernière que cela n'a pas été célébré à cause de la Covid. Et cette année, nous l'avons axé autour du financement, de la problématique du financement de l'éducation. Nous pourrons après approfondir. Oui, c'est un moment pour nous important qui nous permet d'avoir un espace de plaidoyer, de dialogue avec les politiques, parce que nous sommes conscients que nous sommes dans un système, ça veut dire une chaîne des acteurs, où chaque acteur doit jouer pleinement et de manière robuste son rôle. Et nous avons envie, nous avons décidé de jouer pleinement notre rôle. Notre rôle qui est justement un rôle d'analyse critique, de veille, d'alerte, mais aussi de proposition d'alternatives face au décideur qui, lui, a la possibilité d'appuyer sur des boutons de changement. Donc, de ce point de vue, recueillir les points de vue des citoyens, recueillir leur engagement, les informer davantage pour qu'ils puissent se mobiliser et s'engager davantage, voilà ce que donc nous faisons durant cette semaine. Vous souhaitez recueillir donc des témoignages, des engagements et à l'issue de ce processus, vous souhaitez produire un plaidoyer. À qui sera-t-il destiné? Aux décideurs, à celui qui a, comme je disais, la possibilité d'appuyer sur un bouton de changement. Les décideurs, c'est depuis le président de la République, c'est l'Assemblée nationale, c'est aussi les ministères sectoriels concernés, c'est aussi les collectivités territoriales au niveau local. Parce que quand nous faisons une analyse de la situation de l'éducation, nous nous rendons compte que cette situation parle à chacun d'entre nous. Le parent a des responsabilités. Il faudrait évidemment que dans notre document de plaidoyer, qu'il y ait une partie qui parle et qui est réservée aux parents par rapport à sa mobilisation, à ses exigences d'être à côté de ses enfants. Combien de fois nous avons, vous et moi, des enfants qui sont à l'école et pour qui nous ne connaissons même pas leurs enseignants. Nous ne savons pas dans quelles conditions ils sont assis. Est-ce qu'il y a de l'eau dans l'école de mon enfant? Et à combien ils s'asseyent par table dans l'école de mon enfant? Donc nous devons engager davantage les parents. Nous pensons aussi que les collectivités territoriales ont un rôle important, puisqu'on parle de décentralisation de l'éducation. Aujourd'hui, est-ce qu'elles disposent justement, ces collectivités, d'un minimum de ressources pour pouvoir jouer pleinement leur rôle? Et ça aussi, ressources en termes de ressources financières, mais surtout de ressources humaines. Parce que nous le savons, elles sont élues. Donc ce n'est toujours pas évident qu'elles puissent évidemment le faire. Mais selon vous, pourquoi la rationalisation du financement de l'éducation dont le pays souffre de plusieurs lacunes? Quelles sont ces lacunes? Deux éléments. Le premier, c'est que quand on analyse la problématique du financement de l'éducation, nous l'avons dit parce que nous sommes dans le partenariat mondial pour l'éducation, où j'ai représenté le Sénégal pendant l'Afrique, je devrais dire, pendant 4 ans. Et quand on adresse cette question, il nous faut nous intéresser à 4 dimensions. Pour la première dimension, le Sénégal est champion. La dimension size, ou taille, volume. Nous avons dépassé les 20% réclamés par la communauté internationale. Oui, bravo au Sénégal pour ça. Mais il y a 3 autres dimensions sur lesquelles le Sénégal traîne encore. C'est la sensibilité du budget. Avons-nous un budget sensible qui puisse toucher les plus démunis? Parce qu'on parle d'éducation, c'est surtout accompagner les plus démunis, les moyens nantis, les filles, les enfants qui vivent avec un handicap, ceux qui sont dans la profondeur du pays. Donc la sensibilité, un budget sensible, équitable, ça pour nous c'est un élément essentiel. Troisième élément qu'il faut aussi adresser, c'est la problématique du partage de la distribution. Vous avez un budget au Sénégal qui, quand vous regardez les déséquilibres, évidemment que vous avez toutes les raisons d'être inquiet. Parce que l'équilibre qu'il doit y avoir entre sa répartition au niveau central et au niveau local,
Ça, c'est un élément qui est essentiel. L'alphabétisation, le non formel, nous savons la valeur des langues dans les apprentissages, qui est à moins de 1%. La petite enfance, alors que nous savons que c'est dans la petite enfance, dans le préscolaire, qu'on construit, qu'on se prépare pour la qualité. C'est encore financé à moins de 1%. Donc, comment c'est distribué? Tu peux avoir beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, mais quand c'est mal distribué, nous, en tant que société civile, cela pose problème. Et dernier élément pour nous, c'est la réduction de comptes ou la transparence. Transparence, réduction de comptes. Nous sommes à une ère où il faut engager les communautés. Mais pour les engager, il faut informer, il faut être transparent. Aujourd'hui, si vous, en tant que journaliste, vous voulez disposer de données financières en Afrique de manière générale, parce que nous sommes dans un grand réseau qui s'appelle Africa Network Campaign on Education for All, avec 39 coalitions, nous avons tous les mêmes problèmes pour accéder à des données financières et à temps. Donc, la problématique du financement, c'est oui, la taille, le Sénégal est champion, mais c'est aussi sa distribution, la répartition du budget, sa sensibilité pour toucher les plus démunis et la transparence et la réduction de comptes. Et sur ces 3 points-là, nous avons encore des efforts importants à faire. Monsieur Mbo, aujourd'hui au Sénégal, selon vos données, 1,5 million d'enfants sont hors du système éducatif, la privatisation de l'éducation est en augmentation et des déficits de tout ordre sont enregistrés sur plusieurs plans, notamment au niveau des enseignants, des équipements et des infrastructures, entre autres. Dans ce contexte difficile, comment améliorer l'écosystème éducatif dans le pays? Écoutez, nous pensons fondamentalement que l'éducation, quand on parle d'éducation, il faut en avoir une vision humaniste. Humaniste. Il n'est pas acceptable qu'en 2021, qu'il y ait encore plus d'1 million d'enfants qui soient hors école dans ce pays. Ce n'est pas acceptable. Qui ne savent ni lire ni écrire. Qui ne soient dans aucune structure éducative. Aucune. Ni à l'école formelle classique, ni à l'école d'art traditionnelle. Cela pose problème. Et ça peut constituer une bombe pour nos pays. Parce que quand ils sont dans la rue, ils sont à la merci de tout. Et de tout. Tout. Donc nous pensons évidemment qu'il est important aujourd'hui que l'on puisse répondre à nos engagements. Mais ça, pour le faire, c'est comprendre que l'éducation, ça doit être le socle du développement. Donc en termes de priorisation, il faut que l'éducation soit véritablement une priorité. Et quand on parle d'éducation en tant que priorité, nous devons penser aux plus démunis, les plus démunis. Votre enfant, le mien, nous avons toujours des possibilités pour, alhamdulillah, nous en sortir. On peut toujours avoir un dispositif pour les accompagner. Mais pensons à celui-là qui est dans la profondeur, qui pour 10 francs, pour $1, ne saurait amener son enfant à l'école. Et pour résoudre ce problème, la COSYDEP que vous dirigez prône des mécanismes innovants et résilients. Quelles sont vos attentes par rapport à ces mécanismes? Écoutez, nous avons constaté que nos pays ont fait des efforts. Ils semblent même être saturés. Apparemment, le gouvernement du Sénégal ne peut plus faire plus que ce qu'il est en train de faire. Plus de 541 milliards. Sur un budget, ce qui représente près de 25,6%, c'est un effort. Plus de 6% du PIB, c'est un hyper effort. Donc, en termes de sources classiques de financement, nous en sommes à un niveau de saturation tel qu'il nous faut maintenant être ingénieux, créatif et essayer d'inventer des sources de financement innovants. Comment financer autrement l'éducation? Nous pensons aujourd'hui, et ça va dans les propositions, certainement qui vont être consolidées durant le forum qu'on va organiser. Et justement, en parlant de ce forum, quels sont les différents axes qui seront abordés? Mais tout va tourner autour du financement innovant. Parce que nous savons que l'enjeu aujourd'hui, il est le financement dans nos systèmes éducatifs. Quand on parle d'éducation pour tous, ne laisser en rade personne, y compris les 1,5 million, il faut de l'argent. Il faut des ressources additionnelles pour construire plus d'écoles, pour former plus d'enseignants, pour avoir plus de support, pour avoir plus de tables-bancs, de matériel, d'équipement, de support. Donc c'est de l'argent et ça. Quand on parle de déstabilisation du système ou de perturbation perpétuelle du système, c'est parce qu'on ne respecte pas les engagements avec les enseignants. Donc ça aussi, la réponse, c'est l'argent encore, les ressources. Alors, mis à part le financement... Quand on parle de la résilience du système par rapport à cette Covid, où vous avez au Sénégal 2 tiers des écoles qui ne sont pas sécurisées, où vous avez 40% des écoles qui ont un problème de latrines, qui n'ont pas de latrines, où vous avez une école sur 2 qui n'a pas d'eau potable. Là aussi, la solution, elle est encore financière. Donc, si nous sommes pragmatiques, objectifs, réalistes, sur terre, si nous avons les pieds sur terre, nous devons nous dire qu'il nous faut aujourd'hui réfléchir à développer d'autres types de financement qui puissent accompagner les efforts de l'État. Et ça, nous avons beaucoup d'exemples. Regardez comment on a construit notre aéroport, l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. C'est par des taxes sur les billets d'avion. Donc il y a des services, des biens de luxe qui peuvent venir aujourd'hui aider à avoir, en tout cas, un dispositif qui finance autrement l'éducation. Donc aujourd'hui, moi j'ai été en Inde,
où j'ai acheté un portable, téléphone portable, j'ai vu en plus de TVA, ils ont mis 5% dédiés, destinés à l'éducation. Donc il faut avoir des taxes spéciales pour l'éducation si nous considérons, si nous comprenons que la base du développement, une base durable de développement, c'est l'éducation. Nous devons davantage le financer. Et pour le financer, il nous faut être ingénieux, être solidaire, mais recréer aussi la confiance. Monsieur Mbo, merci sur cet éclairage sur le plan d'action de la COSYDEP lors de la Semaine mondiale de l'action pour l'éducation. Nous le rappelons, dont le thème est augmentation du financement de l'éducation pour un système éducatif résilient pendant et post-Covid-19. Je vous remercie encore une fois et prie pour que nos autorités puissent se mobiliser pour qu'on ait un système éducatif plus résilient, qui ne soit pas surpris par ces événements, parce que chaque fois, il y aura des chocs endogènes et exogènes, et nous devons avoir les capacités à réagir correctement. Mais aussi en profiter pour inviter les communautés à dire qu'elles doivent plus se positionner en spectateur passif. L'éducation, c'est leur affaire. Les autorités, les décideurs comme les enseignants doivent être à leur service et ils doivent plus et mieux les écouter. Merci Monsieur Mbo. C'est moi qui vous remercie Alexis et qui vous encourage aussi. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.